Bien. Je vais continuer sur I am sorry for a person that don't speak French, but my English is not very easy. Je vais continuer avec un thème que vient d'aborder Andrea, c'est-à-dire, je vais parler aussi de la radicalisation, mais je vais la situer par rapport à la polarisation, c'est-à-dire un champ de recherche qui a été initié par Serge Moscovici et ses collègues. Alors, les recherches sur la polarisation collective vont constituer une contribution majeure de Serge Moscovici à la connaissance des processus de prise de position en groupe. La polarisation, je vais le définir, c'est un processus qui consiste pour un groupe à prendre des décisions plus extrêmes, davantage polarisées que celles prises initialement par ses membres. Alors, la polarisation, c'est un processus central majeur qui va intervenir dans le fonctionnement des groupes, que ce soit dans la vie courante, dans la vie professionnelle, dans les contextes sociaux, politiques ou religieux. Et la polarisation peut, dans certains cas, conduire à la radicalisation. Alors, dans notre communication, nous aborderons les conditions d'apparition et de fonctionnement du processus de polarisation collective à partir des travaux de Serge Moscovici et de ses collègues. Et ensuite, nous verrons le rôle de la polarisation dans les phénomènes d'extrémisme ou de radicalisation politique ou religieuse. Alors, d'abord, il y a un lien à faire entre implication groupale et polarisation. Alors, les recherches avant 1960 montraient que les individus qui prenaient des décisions en groupe avaient tendance à privilégier le consensus et le compromis. C'est un petit peu la fine psychology que nous a décrite Tjerlan Nemes ce matin dans le cadre des processus d'influence sociale. À partir des années 61, notamment avec Stoner et plus tard, un petit peu plus tard, avec Kogan et Wallach, qui ont étudié des contextes de prise de risque, on constate que les groupes prennent des décisions plus risquées que celles prises avant la discussion par les individus qui les composent. Alors, le paradigme expérimental de ces recherches sur la polarisation, comme celle d'ailleurs qu'avaient mené Stoner ou Kogan et Wallach, est le suivant. C'est-à-dire, généralement, il y a un pré-consensus dans lequel il y a une décision individuelle qui est prise concernant un domaine donné. Ensuite, il y a un consensus, c'est-à-dire une discussion de groupe où le groupe prend ensemble une décision. Et ensuite, il y a une troisième phase, c'est-à-dire il y a un post-consensus où la décision individuelle est prise de nouveau par l'individu, ce qui permet de contrôler s'il est d'accord avec le groupe ou s'il a changé d'opinion entre-temps. Alors, Moscovici et Zavalloni vont en 1969 montrer, dans une étude qui portait sur les opinions des Français vis-à-vis des Américains et du général de Gaulle, qu'il apparaît une polarisation collective, c'est-à-dire une extrémisation donc des opinions initiales des sujets, lors de la discussion de groupe, lorsqu'apparaît une divergence d'opinion entre les participants à cette discussion. Et il constate que plus les participants s'impliquent dans l'expression de leurs opinions, plus l'effet de polarisation va être marqué au niveau groupal et ensuite au niveau individuel. Et il constate également que la polarisation va toujours dans le sens des opinions initiales. En fait, ce qu'il montre, c'est que l'interaction groupale va contribuer à extrémiser les opinions initiales, que le conflit d'opinion et l'implication des sujets sont des variables clés dans la polarisation, et que les sujets, en s'impliquant, fournissent un effort cognitif intense qui va accroître leur certitude et qui va donner une signification plus affirmée et plus tranchée à leurs opinions. Alors, Moscovici et ses collègues vont montrer ensuite dans plusieurs recherches le rôle fondamental joué dans la polarisation par le conflit d'opinion
et par l'implication dans la discussion de groupe, ainsi que les discussions qui vont favoriser cette polarisation. Alors, parmi les différentes variables, il y a la position spatiale des discutants en face à face, il y a l'informalité de la situation, il y a l'effort cognitif demandé et il y a l'intérêt attitudinal concerné. Alors, la polarisation est favorisée par la disposition spatiale des membres du groupe dans la discussion. En 1967, Moscovici avait montré qu'il y avait des différences à la fois quantitatives et qualitatives dans la communication entre les situations spatiales de discussion. Il avait constaté qu'en face à face, il y a plus d'échanges, plus d'argumentation, plus d'implication. Et quand les sujets sont assis en ligne, c'est-à-dire les uns à côté des autres, eh bien, il y a moins d'échanges et moins d'implication. Moscovici et Lécuyer vont montrer un peu plus tard que dans une situation de discussion, il y a une plus grande polarisation des positions dans les groupes où les sujets sont assis en face à face, c'est-à-dire autour d'une table carrée, parce que justement, le fait d'être en face à face, ça favorise la confrontation des opinions divergentes et les échanges. Alors que dans les groupes où les sujets sont assis, discutent en ligne, c'est donc assis les uns à côté des autres, eh bien, c'est une situation qui ne favorise pas le débat et qui ne produit pas de polarisation. La polarisation est également favorisée par les dimensions non formelles de la discussion. C'est ainsi que Moscovici, Doise et Dulon vont montrer que quand l'attention des sujets est centrée sur des dimensions formelles, comme par exemple la procédure à suivre ou le temps imparti, la polarisation sera moindre que lorsque la discussion n'est pas sous le poids de ces contraintes. Donc, et il constate que quand la situation est informelle, c'est-à-dire que quand les gens ne sont pas sous le poids de ces contraintes formelles, on constate une plus grande polarisation des opinions. La polarisation est également favorisée par l'effort cognitif demandé, c'est-à-dire que quand les sujets participent à une tâche qui demande un effort cognitif soutenu, ils vont davantage polariser que quand ils ne participent pas à une tâche qui ne demande pas un effort cognitif important. C'est ce que montrent Moscovici, Zavalloni et Louis Guérin, toujours en 1972. Il y a beaucoup de recherches en 1972. C'est une époque très prolifique pour le domaine de la polarisation. Et la polarisation est également favorisée par l'intérêt attitudinal concerné, et elle va essentiellement résulter de l'interaction groupale. C'est ce que montrent Moscovici, Zavalloni et Weinberger en 1972 aussi. La polarisation va se produire uniquement pour les items qui sont considérés par les sujets comme importants et pas pour ceux qui ne sont pas considérés comme importants. Alors là, ça ne concernait plus le jugement, enfin, ça ne concernait plus des opinions, mais ça concernait des jugements concernant la perception des personnes. Et cette même étude montre que la polarisation résulte essentiellement de l'interaction groupale, puisque dans les conditions où il n'y a pas la phase 1, c'est-à-dire on ne demande pas au sujet de dire avant la discussion leur opinion ou leur décision, et qu'on commence directement par la phase 2, c'est-à-dire la phase de discussion, la polarisation se produit quand même. Donc, cela montre qu'on n'a pas besoin que le sujet prenne tout seul au préalable une décision pour qu'il se produise une polarisation lors de la phase d'interaction groupale. Alors, pour résumer, les principaux résultats, enfin le point fort de ces recherches, je me réfère à ce que disent Doise et Moscovici. En résumé, le degré d'implication et de conflit dans le groupe détermine le sens de la décision qu'il prendra, celle-ci tend vers la moyenne ou le compromis, donc vers la normalisation, lorsque le degré d'implication et le conflit est bas, et vers un extrême, donc vers la polarisation, lorsque ce degré est plus élevé. Alors, ces recherches vont susciter un essaim prolifique de recherche internationale, c'est-à-dire qu'à la suite de ces études, il y a une multitude d'études qui vont avoir lieu
aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et qui vont être suscités justement par les recherches faites par Moscovici et ses collègues. Alors, ces études vont vérifier la robustesse du phénomène de polarisation. Elles vont l'approfondir, c'est-à-dire elles vont montrer qu'il y a d'autres variables qui jouent, et elles vont essayer de situer ce phénomène par rapport aux différents courants explicatifs de la psychologie sociale. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, mais je vais me centrer sur certains points qui me semblent intéressants. C'est-à-dire que, comme le dit Van de Keer en 1979, la polarisation se produit généralement dans le sens de la norme valorisée par l'esprit du temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle le zeitgeist, dans le contexte culturel ou social où se situent les individus. C'est ce que vont montrer notamment Myers et Bach en 1974, puisque des sujets plutôt pacifistes, c'est-à-dire dans le zeitgeist de l'époque, deviennent plus pacifistes encore, et les sujets belliqueux le sont moins qu'avant la discussion, lorsqu'il y a cette discussion de groupe. De même, Pechler montrera que face à un compère pro-féministe, donc qui est dans le zeitgeist de l'époque, les sujets polarisent dans le sens féministe, et face à un compère antiféministe, il va se produire ça c'est un résultat intéressant, il va se produire un clivage bipolaire. C'est-à-dire que les sujets plutôt pro-féministes au départ polarisent dans ce sens, ils vont être encore plus pro-féministes, et les sujets qui étaient au départ modérément féministes, ils vont devenir plus antiféministes. Alors, l'assaillance de l'appartenance groupale va renforcer le processus de polarisation. C'est-à-dire que les individus vont davantage polariser quand ils sont soumis à une information présentée comme provenant de leur propre groupe que lorsque cette information est présentée comme provenant d'un groupe extérieur ou d'un individu qui n'est pas catégorisé. C'est ce que montrera Mackie. La polarisation augmente aussi lorsque l'on renforce le sentiment d'appartenance groupale des membres du groupe, en insistant par exemple sur leur identité groupale au détriment de leur identité individuelle. C'est-à-dire quand on déindividualise les sujets, et on constate qu'il n'y a pas ce type de polarisation quand on individualise les membres d'un groupe. C'est ce que montrent Spears, Lee et Lee en 1990. Alors, les conflits intergroupes, bien sûr, augmentent la polarisation. Alors là, il y a une multitude de recherches qui le montrent. Je cite Brown, mais j'aurais pu en citer d'autres. C'est-à-dire que la confrontation réelle ou fictive à des hors-groupes avec lesquels on est en rivalité ou on est en conflit va conduire à la polarisation des attitudes et des conflits et des opinions à leur égard. Donc on va encore extrémiser davantage ces attitudes à l'égard de ces groupes avec lesquels on est en conflit, en rivalité. Alors la polarisation apparaît donc, comme je l'ai dit au départ, un phénomène général de la vie sociale. De nombreux chercheurs ont essayé de mieux comprendre le phénomène de la polarisation en l'étudiant dans les situations de la vie courante. Et Main et Walker, en 1973, notamment, ont mené une étude sur des juges de la Cour de justice du district fédéral. Et ils ont constaté que lorsque les juges décident seuls, ils prennent moins de décisions extrêmes, c'est-à-dire qu'ils prennent environ 30% de décisions extrêmes, alors que lorsqu'ils sont 3 à délibérer ensemble, eh bien, ils prennent 65% de décisions extrêmes. Donc, même des professionnels de la justice, qui sont aguerris à leur métier, disons, se laissent en quelque sorte influencer par la polarisation et sont sujets à la polarisation. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on observe ce phénomène de polarisation dans tous les lieux où on prend des décisions en groupe. Alors ces lieux sont particulièrement nombreux, notamment dans les sociétés démocratiques, puisque ça peut se faire en famille, en amis, dans des contextes professionnels, politiques, associatifs, dans des réunions de copropriété, etc. Mais il y a un nouveau moyen de communication qui apparaît particulièrement propice à susciter de la polarisation, c'est Internet. Alors sur Internet, il y a de très nombreux sites de discussion et ces sites sont très suivis par beaucoup de personnes
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui consultent et qui participent à Facebook, à Twitter et à d'autres sites. Alors on pourrait penser que ces sites favorisent le débat ou l'échange d'idées différentes, l'ouverture d'esprit et la tolérance, puisqu'on pourrait être confronté à d'autres formes de pensée, et qu'ils évitent ainsi ce que Janis a appelé the group think, c'est-à-dire les œillères de la pensée de groupe. Mais en fait, il se passe souvent l'inverse. On constate ce que Merton avait appelé un phénomène d'homophilie idéologique, c'est-à-dire que on va chercher à discuter exclusivement avec les personnes qui partagent nos propres points de vue. Alors, cette homophilie idéologique va contribuer à consolider les idées initiales, qui étaient parfois hésitantes, on n'était pas très sûr de ces idées, et elle va contribuer aussi à enrichir ces idées d'arguments nouveaux, puisque ces arguments peuvent nous être donnés par les personnes avec qui on échange. Et le fait, bien sûr, de voir ces idées partagées, soutenues par d'autres, on revient ici à l'idée qui a été évoquée précédemment par Fanny Lalo, c'est-à-dire il y a un support social qui se crée, et ce support social va donner valeur de vérité à ces idées, telles que l'avait montré Festinger en son époque. Donc, on assiste fréquemment à des phénomènes de polarisation des opinions sur certains sites d'Internet qui prônent la valorisation et l'adhésion à une même identité politique ou religieuse. C'est ce qu'a montré Wallace en 1999. Alors, cette polarisation va s'exacerber lorsqu'un événement tragique se produit et elle va raviver le conflit entre des groupes idéologiquement antagonistes. C'est ce qu'ont étudié notamment Yardy et Boyd en 2010, où ils montrent que lorsqu'un médecin avortationniste tardif, c'est-à-dire qui pratiquait des avortements tardifs, a été assassiné en 2009, il y a eu une exacerbation des positions anti- et pro-avortement sur Twitter. Il y a des milliers de tweets qui ont été échangés avec une extrême violence par les deux camps. Alors, ceci nous amène à voir quel est le lien entre polarisation et radicalisation. La polarisation des croyances ou des opinions peut conduire à la radicalisation. Alors, je reprends la définition de Khosrow-Khavar dans son livre sur la radicalisation. C'est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi. Alors, la radicalisation, comme l'a étudié notamment Bronner dans son livre sur la pensée extrême, va s'effectuer souvent sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux véhiculent des informations extrémistes qui constituent ce qu'il a appelé des oligopodes cognitifs, c'est-à-dire des lieux de discussion d'où sont exclues d'autres formes de pensée. Alors, il va, dans son livre sur la pensée extrême, il décrit ce processus de radicalisation qui correspond à un processus incrémentiel d'engagement successif, et que, enfin, personnellement, j'ai distingué 5 phases principales dans ce processus. Premièrement, il y a une recherche active sur les réseaux sociaux d'informations extrémistes par des jeunes déçus, voire dévalorisés par la société occidentale, et qui aspirent à des idéaux identitaires plus exaltants. Deuxièmement, il y a une consultation de plus en plus assidue de ces sites, où l'accueil est généralement très amical et où les échanges sont de plus en plus fréquents avec les autres membres du groupe. Troisièmement, le contenu, le nouveau venu est valorisé, il va être considéré comme un membre du groupe, il va être confirmé dans ses croyances et polarisé dans celle-ci. C'est-à-dire qu'on va davantage, c'est là où intervient la polarisation, c'est-à-dire que
le fait de discuter en groupe avec d'autres personnes qui ont des croyances extrémistes va conduire cette personne à polariser également ses croyances. Et ceci se fait bien sûr à travers des échanges soutenus avec les autres membres du site. La quatrième phase est la suivante. Il est de plus en plus soumis aux idées extrémistes et radicales du groupe et il est incité à couper ses relations antérieures avec sa famille ou avec ses amis qui pourraient constituer une contre-influence. Et enfin, la dernière phase, c'est que le groupe devient sa nouvelle famille et il va lui donner une identité plus positive que celle qu'il n'avait. D'ailleurs, ça s'accompagne souvent d'un changement de nom. Pour, par exemple, les jeunes Français de souche, disons, ils prennent un nom à consonance arabe et ils abandonnent leur ancien nom. Donc, cette identité positive va lui permettre d'accéder à un avenir qui lui est présenté comme radieux, aussi bien dans le présent, le futur ou même l'au-delà, puisqu'une fois qu'il s'est sacrifié pour cette cause, il va rejoindre le paradis d'Allah, par exemple. Donc, cet avenir radieux va être obtenu par son engagement, et c'est son engagement ultime, dans une lutte sans merci avec ses nouveaux frères, bien sûr, qui le soutiennent, contre la société occidentale qui est présentée comme l'ennemi à battre, et ceci pour l'instauration d'un nouvel ordre social ou religieux. Donc on voit que le processus de radicalisation obéit à une dynamique groupale, mettant en jeu tout un ensemble de processus psychosociaux, que ce soit l'engagement dans l'interaction, la polarisation collective, différentes formes d'influence sociale, des mécanismes d'affiliation groupale, d'homophilie idéologique, de valorisation identitaire, des biais de favoritisme intragroupe et de confirmation. Alors, je pense que la psychologie sociale, qui a depuis longtemps étudié ces processus, doit permettre de mieux comprendre et peut-être de limiter les formes de radicalisation qui se développent grâce à ces nouveaux moyens de communication qui ont modifié les formes d'action des emprises idéologiques. Et j'espère que des pistes de recherche futures pourront apporter des éléments nouveaux de réponse dans ce domaine. Voilà.